Bienvenue dans Thinker Jaune, ça fait 1 an que la chaîne existe. Donc on revient aux sources, on réinvite Hermelinda. Bon anniversaire. Donc on a déjà plus ou moins planté le décor. On pourrait s'attarder sur ce concept d'impérialisme, parce qu'en fait, il y en a qui parlent de globalisation, mondialisme, mais en fait, c'est juste l'impérialisme américain qui impose un modèle, qui impose les banques Rothschild partout, qui impose sa manière de faire, des États-nations avec une administration. C'est un peu l'héritage du système colonial. Il impose des concours de Miss Beauté partout aussi. C'est vrai. C'est assez incroyable. Et donc, tous ceux qui ne suivent pas la ligne, ils reçoivent des sanctions directement. On est bien face à l'impérialisme américain. Donc, déjà, peut-être définir ce que c'est l'impérialisme. Mais l'impérialisme, c'est une notion qui est intéressante. C'est une notion qui naît à la fin du 19e siècle. On ne va pas faire l'histoire de cette notion. Mais là, tu as dit quelque chose qui est intéressant. C'est si un pays ne plaît pas aux États-Unis, ils leur mettent des sanctions. Toi, l'impérialisme, ce n'est pas un empire. Et c'est pas non plus le colonialisme, et c'est pas non plus une présence militaire à l'extérieur. Et pourtant, les États-Unis arrivent à imposer des sanctions, même s'ils ne sont pas présents militairement. C'est quelque chose qui est un peu différent qu'un empire au sens de l'empire romain, par exemple, ou de l'empire ottoman, et c'est aussi autre chose que le colonialisme, même s'il y a des dimensions coloniales dans l'impérialisme. En fait, l'impérialisme, c'est un stade du capitalisme où la bourgeoisie, les capitalistes dans un pays se sentent à l'étroit chez eux et ont besoin d'aller s'étendre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller vendre leurs produits à l'extérieur et d'aller faire fabriquer à l'extérieur, c'est-à-dire d'investir à l'extérieur pour pouvoir vendre soit chez eux, soit dans d'autres pays encore. Et donc il y a une dimension monopolistique et financière dans le capitalisme qui fait qu'il commence à s'étendre, et c'est vraiment cette dimension financière et globalisante du capitalisme. Et en fait, c'est quelque chose qui apparaît à la fin du 19e siècle. On croit souvent, quand on utilise par exemple le mot de néolibéralisme, on souvent entend le capitalisme financier, et on a l'impression que c'est quelque chose qui date des années 80. En fait, c'est décrit par beaucoup de politologues à la fin. Lénine, typiquement, qui est celui qui a vraiment... il n'a pas inventé le mot, mais c'est lui qui a donné vraiment l'assise théorique à cette notion, dans un opuscule qui s'appelle L'impérialisme, phase suprême du capitalisme, et il décrit vraiment cette dimension financiarisée de l'économie capitaliste qui ne se sent à l'étroit chez elle et a besoin de s'étendre dans d'autres pays. Et en fait, ça commence à la fin du 19e siècle aux États-Unis avec une notion qui s'appelle la notion de la porte ouverte. C'est un secrétaire d'État états-unien qui s'appelle Hay qui développe cette notion, et qui consiste à dire, là ça concerne la Chine, et il dit c'est dégueulasse que l'Angleterre, la France soient en Chine et profitent du marché chinois et soient en train de coloniser, mais aussi de vendre leurs choses là-bas. Et nous, ils nous empêchent, ils nous mettent des droits de douane en Chine. On ne peut pas aller vendre ce qu'on produit en excédent chez nous en Chine. Et du coup, la politique de la porte ouverte, c'est la liberté des marchés. Cette rhétorique, c'est depuis à ce moment-là. Et donc, on va rentrer en Chine et on va ouvrir cette porte, que vous le vouliez ou non. Et en fait, petit à petit, les États-Unis on va pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais vont prendre de plus en plus de place et vont devenir de plus en plus hégémoniques. Et en fait, ils vont prendre la place d'un ancien impérialisme qui était les Britanniques, et ils vont devenir l'impérialisme dominant. Et on va dire, pour résumer, que les 2 guerres mondiales ont beaucoup aidé. Et les 2 guerres mondiales ont beaucoup aidé. Ils ont cassé la gueule en fait aux Britanniques. Et très curieusement, c'est par une alliance avec l'Allemagne qu'ils le font. Parce que ça, c'est une chose qui est assez peu connue, mais il y a une alliance très puissante, que ce soit l'Allemagne nazie ou l'Allemagne non nazie, ils s'en foutent, les États-Unis. Parce qu'en fait, le capitalisme allemand et le capitalisme états-unien ont des structures qui sont assez proches, avec des trusts, en Allemagne ça s'appelle des Konzerne, donc des formes monopolistiques de leurs entreprises. Bref, ça se ressemble assez fort et ils savent s'allier. Et l'industrie américaine a été fortement influencée par des industriels allemands déjà.
Oui, mais et aussi, ils ont des modèles de développement assez similaires. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle le capitalisme financier? C'est justement l'alliance entre l'industrie et la banque. Et on a aujourd'hui même du mal en fait à imaginer comment on peut avoir un capitalisme qui ne soit pas financier. C'est-à-dire que même si toi tu hérites un million, admettons de, je sais pas moi, 10 millions d'euros et tu vas créer une entreprise, il y a un moment ou un autre, tu vas avoir besoin d'une banque pour ton développement. Et la banque va prendre une place importante dans toutes les structures. Il n'y a pas d'industrie sans banque aujourd'hui. La finance, c'est vraiment cette alliance. Et donc, pour revenir sur l'histoire, effectivement, les guerres mondiales ont effectivement énormément joué. Et une dimension par laquelle les États-Unis ont réussi à asseoir leur emprise, en particulier en Europe, parce que en fait, l'impérialisme états-unien, c'est un impérialisme essentiellement européen, eh bien, c'est à travers les prêts que les États-Unis ont fait aux pays européens pour se reconstruire après la guerre, qui avaient tout mis dans la guerre. Et donc, les prêts que font les États-Unis aux pays européens, et ça commence avec l'Angleterre, mais ça va être aussi ce qu'on appelle les fameux plans Marshall, dont on pense qu'ils ont sauvé l'Europe, alors qu'en fait, ils ont écrasé l'Europe. Et ces plans, ces prêts, ces plans Marshall, etc., ils viennent assortis de conditions. C'est-à-dire qu'on te dit, on te prête de l'argent, mais tu vas acheter chez nous, aux États-Unis. On te prête de l'argent pour que tu nous achètes nos matériaux. Et alors, là où c'est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, avec les gazoducs qu'ils ont éclatés, les Nord Stream 1 et 2, ouais. Eh bien, ils nous ont fait le même coup avec le charbon dans les années 40 et 50, c'est-à-dire qu'on achetait du charbon bon marché à la Pologne, et les États-Unis nous ont empêchés, via les plans Marshall, etc., d'acheter le charbon à la Pologne et d'acheter leur charbon à eux. La Pologne qui était côté soviétique côté soviétique, mais ils s'en foutaient, hein, c'est pas des questions idéologiques. Oui, oui. Ils nous ont fait croire que c'était pour affaiblir l'Union soviétique. L'Union soviétique était complètement affaiblie par la guerre, il n'y avait pas besoin de l'affaiblir plus. Non, c'est parce qu'eux avaient des surplus de charbon et du coup nous ont vendu leur charbon de moins bonne qualité et qui était environ 10 fois plus cher et qu'il fallait en plus faire venir par bateau, alors que la Pologne est quand même tout près de la France ou de l'Allemagne. Et donc, ils nous ont obligés à acheter leur charbon. Donc, l'impérialisme américain, c'est cette capacité à travers des différents mécanismes qui ne sont pas spécialement militaires, à imposer que ton pays n'ait plus de souveraineté par rapport à son propre commerce extérieur, ses tarifs douaniers et les relations qu'il va entretenir avec les pays voisins et avec le reste du monde. Donc c'est vraiment ça qui caractérise l'impérialisme, et c'est une forme de capitalisme au sens où ça passe par des structures financiarisées, parce que ça suppose aussi de comprendre que l'État et la très grande industrie, en fait, et la très grande finance sont la main dans la main et agissent pour des intérêts communs. Donc ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'en gros, il y a deux mécanismes que les Américains utilisent. Le premier, c'est l'asservissement par la dette, en fait, donc via le FMI notamment. Voilà, notamment. Et le deuxième, donc je crois que c'est à ça que tu fais allusion, c'est la division internationale du travail. C'est-à-dire qu'aucun pays n'est plus autonome économiquement. Et donc, même si un pays veut s'émanciper, les économies sont tellement imbriquées les unes aux autres qu'il n'aura jamais assez de quoi, par exemple, faire tourner les hôpitaux dans son pays, par exemple. Oui. Et donc, il est absolument dépendant. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Europe actuellement. Donc, on doit importer des médicaments d'Inde, de Chine. C'est assez affolant. Oui. Donc, même si on voulait s'émanciper de la Chine, on ne peut pas. Enfin... Et en fait, c'est affolant, mais si tu le vois du point de vue de la perspective des luttes, c'est aussi une espèce de solidarité mondiale, en fait, qui s'est construite entre les producteurs du monde entier. Mais aujourd'hui, ça fonctionne à la faveur de l'élite, des oligarques, etc. Mais on pourrait le voir de l'autre côté et de se dire, en fait, tous les travailleurs, si moi je m'arrête de travailler dans mon centrale de production, eh bien, je vais aller perturber la production en Inde, ou je vais aller perturber la production en Afrique. Donc il y a une dimension solidaire très importante aussi, quoi. Et donc là, tu fais un peu allusion à ce qu'on appelle, dans certains milieux, la bourgeoisie comprador. Alors nous ici en Europe, on n'a presque plus que ça, une bourgeoisie comprador. Ça s'est vu avec la guerre en Ukraine, c'était incroyable. Tu peux définir un petit peu ce que c'est? Alors, moi je vois deux types de bourgeoisie, et d'ailleurs on en avait discuté dans la vidéo sur le Nicaragua. Il y a
une bourgeoisie qui a un intérêt qui est de développer les forces productives de son pays. Et c'est-à-dire, c'est pas du tout une bourgeoisie qui va émanciper sa classe de travailleurs, mais par contre, elle va donner au pays quand même une certaine forme d'autonomie sur la scène internationale parce que le pays pèse, en gros. Il est producteur. Typiquement, l'Allemagne, c'était le cas. Ouais. Il y avait une classe vraiment d'industriels, enfin financière aussi, hein, mais qui, l'Allemagne était le premier exportateur au monde, non, derrière la Chine, je crois, de produits manufacturés de haute technologie. Donc voilà, il y avait une classe de producteurs en Allemagne qui défendait ses intérêts. Donc qui défend un certain souverainisme économique. Voilà, un certain souverainisme économique aussi, ouais. Et alors la classe comprador, ça c'est Macron, c'est en gros tous ceux qui vendent le pays pour leurs propres petits intérêts personnels et qui le mettent vraiment au service des intérêts, là pour le coup, des États-Unis, et qui ont perdu complètement la perspective de l'intérêt du pays. Oui, par exemple, on parlait du Mali, donc la bourgeoisie comprador du Mali, c'est les grands propriétaires qui empochent des bénéfices en vendant l'uranium à l'Europe, et donc qui ne sont pas du tout intéressés sur un développement social ou n'importe quoi, ouais. ou même de l'éducation, de la santé. Ou même de développer pour leur propre pays un marché pour leur uranium à eux, parce qu'ils doivent importer leur énergie des pays voisins, c'est quand même assez hallucinant. Le Burkina Faso c'est pareil, et le Niger c'est pareil. Ils ont des réserves énormes d'uranium, et en fait ils n'ont jamais signé le moindre contrat de coopération pour construire des centrales nucléaires dans leur pays, et du coup leur uranium n'est qu'une matière première qui part en fumée dans les pays impérialistes, quoi. Oui, c'est ça. Et donc l'enjeu pour ces pays, s'ils veulent se développer, même si on ne s'arrête qu'au développement de l'appareil productif, donc par exemple dans le cas de l'uranium, on peut envisager une étape de transformation pour le vendre un peu plus cher, mais pour ça il faut des ouvriers plus qualifiés, donc il faut développer l'éducation, la santé, tout ça. Enfin voilà, c'est le premier stade de développement, on va dire. C'est ça, et puis aussi il faut être capable de dire aux Français, de dire à Areva, enfin maintenant c'est plus Areva, c'est Orano, être capable de dire à ces gens-là, maintenant c'est nous qui allons contrôler ce qu'on vous vend. Et de dire vous n'êtes plus maître chez vous. Parce que la bourgeoisie comprador, c'est aussi cette bourgeoisie qui accepte de vraiment être totalement servile, ne disent jamais non, jamais, 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 jamais. Alors que la bourgeoisie souverainiste, elle sait dire non. Elle sait. Alors, il ne faut pas croire pour autant, et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans la notion d'impérialisme, c'est que les souverainistes, ils peuvent tout à fait créer des trusts, des cartels, des alliances. Oui, bien sûr, c'est pas forcément des agneaux. Et se soumettre, parce que parfois leur intérêt, c'est la soumission. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand tu vois toute la création de ce qui va devenir en fait l'Union européenne par la suite, des cartels de l'acier, des cartels de la houille, tous les cartels qui se construisent à partir des années 20, en fait, il y a une soumission, soit de la France, soit de l'Allemagne, en fonction des époques, d'un à l'autre, mais parce que finalement ensemble ils se font plus de profit. Mais les compradors, c'est soumission. Voilà, c'est vraiment le caniche, quoi. Oui, c'est ceux qui veulent absolument vivre à l'occidental, comme ils disent. Oui, aussi, et donc ils ont besoin de consommer des produits de luxe français ou italiens ou américains. Donc forcément, eux, ils ne veulent pas abolir les frontières. Donc pour eux, si les douanes sont fermées, c'est une catastrophe. Par contre, si tu regardes la Chine, c'est le premier exportateur mondial. Le deuxième exportateur mondial, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Allemagne. C'est pas pour rien que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui la guerre à l'Allemagne, parce que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie, mais c'est aussi la guerre des États-Unis contre l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est un impérialisme qui avait une certaine puissance, c'est le troisième exportateur mondial et c'est le deuxième exportateur mondial de biens de haute technologie. Donc c'est vraiment un objectif pour les États-Unis de détruire l'Allemagne. Ils sont en train d'y arriver.
Mais au niveau des exportations, si on regarde le profil de la Russie, finalement, c'est un pays du tiers-monde semi-développé en fait. Hein. Oui, comme certains pays latino-américains, par exemple, qui ont aussi une industrie. Voilà. Il y a une industrie, mais c'est quand même qui fonctionne pour eux, pour leur marché. Ils ne vont pas aller envahir d'autres marchés, on va dire. Et ce qu'ils exportent, c'est principalement des matières premières et assez peu transformées. C'est aussi ça l'arnaque quand même avec le dollar qui est devenu la monnaie, les accords de Bretton Woods qui est devenu la monnaie dominante. C'est-à-dire que tu es obligé d'acheter des dollars parce que tout le commerce se fait en dollars, et pour avoir des dollars, tu es obligé de faire des prêts, des emprunts au FMI, qui, eux, vont te dire, on te prête, mais à condition que tu réformes tout. Donc c'est eux qui vont imposer comment tu vas faire ta politique, comment tu vas gérer ton État, comment tu vas gérer ta sécurité sociale, tes écoles, tes universités. Oui, il y a des élections aux États-Unis, en Argentine pour l'instant. Et il y a une candidate de l'opposition de gauche qui a dit qu'elle ne voulait pas aller rendre visite à l'ambassadeur américain, parce que tous les candidats sont obligés de passer par l'ambassade américaine, mais elle ne voulait pas. Donc, mais je crois qu'ils font ça partout. Mais Rafael Correa, donc l'ancien président de l'Équateur, racontait une histoire hallucinante. Il disait, quand je suis devenu président, j'ai été convoqué à l'ambassade des États-Unis et ils m'ont expliqué... Convoqué, hein, c'est le président. Ils lui ont donné la liste de ses ministres. C'est vrai ? Oui. Ah ouais. Ils lui ont dit voilà, lui ça va être ton ministre de la Défense, lui ça va être ton ministre de l'Intérieur, lui ça va être ton ministre de l'Économie. Et que Rafael Correa a dit non. Et Rafael Correa, faut voir comment il a fini. Il peut plus rentrer en Équateur. S'il rentre en Équateur, il est en prison à vie. Parce que c'est pas acceptable pour les États-Unis. Je ne sais pas s'il y a des preuves pour ça, mais en tout cas, il y a des preuves pour l'Ukraine, puisque là, on a carrément retrouvé l'enregistrement audio de Victoria Nuland qui... Fuck the EU. Eux, ils sont vraiment partout dans le monde. Oui, eux sont partout, et c'est vraiment cette politique de la porte ouverte, c'est soit vous nous l'ouvrez, soit on l'ouvre. Et donc, soit vous nous l'ouvrez et alors on a tout notre arsenal de prêts et de contrôle de votre commerce extérieur et aussi de votre politique interne via les réformes du FMI, etc. Et puis sinon, on viendra l'ouvrir avec nos bases. Oui, en fait, il y a un des points intéressants que tu as développé. Si on regarde un peu le résultat de l'impérialisme américain, en fait, à part à l'époque de la guerre froide où les pays qui étaient proches du front ont bénéficié par exemple, je pense à l'Europe occidentale, mais aussi par exemple à un pays comme la Corée, qui s'est développé. En tout cas, tous les pays où les Américains, les Occidentaux sont intervenus depuis 1990, ça a été une catastrophe après. Il n'y a pas un pays qui s'en est vraiment sorti correctement. Je veux dire, le Kosovo, il n'existe même pas comme pays. La Libye, la Syrie, c'est une horreur. L'Irak, n'en parlons pas. L'Afghanistan, c'est le mieux. Ils sont intervenus pour virer les talibans et ils repartent avec les talibans au pouvoir. Voilà, ils ont bombardé le féminisme pendant 20 ans. Le pays est dans un état lamentable voilà, on ne va pas faire toute la liste, mais maintenant l'Ukraine, on voit qu'ils sont prêts à se retirer en laissant vraiment un pays en ruine. Ouais. Oui, et en fait là où l'Ukraine va s'en sortir, c'est là où l'Ukraine va être partie de la Fédération de Russie, et puis tout le reste, ça va devenir une zone d'instabilité qui va, à mon avis, devenir une base militaire états-unienne pour menacer qui veulent en Europe, je pense. En tout cas, là, il y a les exemples s'accumulent en tout cas contre l'impérialisme américain, ça c'est clair.